infranchissable, c'est le mur de Berlin, c'est une zone de guerre. En 1943, les Blancs et les Noirs s'y affrontent pendant 3 jours, faisant 34 morts et obligeant l'armée à intervenir. En 1967, suite à une bavure policière, des émeutiers noirs se mettent à piller et détruire les bâtiments. En 5 jours, les forces de l'ordre abattent 30 personnes et 13 autres meurent dans la guerre urbaine. Tous ceux qui le peuvent quittent alors cette ville angoissante. Et pour ne rien arranger, la crise pétrolière frappe l'Amérique et l'industrie automobile s'effondre elle aussi. Détroit devient alors une ville abandonnée, laissée pour compte. Elle dérive au fond de l'Amérique telle une Atlantide des temps modernes, où les usines désaffectées, les parking lots et les mobil-homes aux vitres brisées se succèdent dans une monotonie grise et sans saveur. C'est dans ce contexte que Marshall Mathers rencontre Debbie Briggs. Il a 19 ans, elle 15 et ils rejoignent tous les deux le même groupe de rock. Il est batteur, elle est choriste, ils sont tous les deux rêveurs, idéalistes et un peu immatures. Ils tombent amoureux, ils se marient et seulement 2 ans plus tard, Debbie est enceinte. Mais au moment de l'accouchement, elle sombre dans le coma et Marshall se retrouve seul pour nommer le bébé. Alors là, il se casse pas la tête, il lui donne les mêmes prénoms que les siens et que ceux de son grand-père et c'est ainsi que naît Marshall Bruce Mathers, 3e du nom. Bébé Marshall, il suit la vie de hippie de ses parents. Dans les premiers mois de sa vie, il emmagasine les rythmes de batterie de son père et les mélodies chantées par sa mère, mais l'idylle prend vite fin. Le père Marshall, il boit, il se drogue, il trompe sa femme et il devient même violent avec elle. Un soir, après une dispute, il se reprend de l'air. Il ne reviendra jamais. Marshall Jr. n'a pas encore 2 ans et désormais il va grandir avec une mère seule et sans emploi. Leur vie est extrêmement instable. Debbie n'a pas d'argent et du coup ils doivent déménager très souvent dans tout type de caravane, de mobil-home ou de maisons lugubres. Marshall se retrouve à changer d'école tous les 6 mois et logiquement il a beaucoup de mal à s'adapter et à se faire des potes. Il est assez maigre, il a des lunettes et des vêtements de seconde main récupérés dans des assos par sa mère et du coup il devient vite une cible ambulante, la victime parfaite. Tous les jours il se fait insulter, intimider ou frappé, et notamment par cet ado. Un jour, D'Angelo lui casse le nez contre le lavabo des toilettes. Un autre, il le balaye dans la rue et Marshall atterrit la tête la première sur le trottoir. Marshall fait alors une hémorragie cérébrale. Il finit à l'hôpital proche du coma. Et dans la semaine qui suit, il fait que de s'évanouir. Il a du mal à marcher et il parle quasiment plus. D'après les médecins, il a de grandes chances de ne jamais récupérer toutes ses capacités cérébrales. Après des mois de rééducation, Marshall semble retrouver ses capacités cognitives. Mais le mal est fait. Il est traumatisé, il devient très méfiant, solitaire, et il a même des accès de colère. Et il n'est pas au bout de ses peines. Alors qu'il entre dans l'adolescence, Debbie trouve un nouveau mec et la petite famille déménage chez lui au 1999-46 Dresden Street à Détroit. C'est-à-dire exactement ici, oui. De l'autre côté d'8 Mile. Et Marshall, lui, il est scolarisé au lycée Lincoln, par ici. Ça veut dire que tous les jours, il doit traverser une des routes les plus dangereuses au monde. Et là, le problème, c'est plus les bullies de l'école. Non, là, c'est directement des membres de gang. Un jour, alors qu'il est posé devant le Toys R Us de 8 Mile, il voit une voiture qui passe lentement devant lui. Les mecs le dévisagent, ils le regardent bizarrement, et ils ont clairement des styles de mecs de gang. Dans ce cas, la stratégie logique pour survivre, c'est évidemment de baisser les yeux et de faire comme s'il avait rien vu. Sauf que ça, c'est pas vraiment le tempérament de Marshall qui préfère répondre comme ça. Marshall, c'est un blanc avec de l'attitude. Résultat, il se fait tabasser, on lui arrache ses vêtements et il passe même très près de la mort lorsque l'un d'eux dégaine son gun. Heureusement, un vieux blanc passait par là et le sauve en tirant un coup de feu en l'air. Ça se passe comme ça à Détroit. Le lendemain, Marshall repasse devant le magasin et là, il voit ses habits par terre. Il comprend alors que les mecs voulaient même pas lui voler quoi que ce soit. Ils voulaient juste l'emmerder parce qu'il est blanc. Et dans ce contexte, on aurait pu comprendre que Marshall devienne raciste comme des milliers d'habitants de Détroit avant lui. L'histoire tragique de la ville aurait pu se répéter encore une fois. Sauf que ça va pas se passer comme ça parce que Marshall, il a développé une petite passion issue de la culture noire et qu'on appelle... Je
Je me suis souvent demandé comment c'était possible d'atteindre un tel niveau en rap. Personne ne connaît vraiment la recette, mais en regardant de plus près la vie d'Eminem, on peut s'en rapprocher. Et pour ça, il faut se rendre en bas des HLM de la ville de Savannah, dans le Missouri. En 1983, Debbie est expulsée de son logement et elle trouve refuge dans sa famille à 12 heures de voiture à l'ouest, juste ici. Marshall a 11 ans et il se retrouve à habiter avec ses oncles Todd et Ronnie, qui sont à peine plus âgés que lui et qui vont lui apprendre deux choses. D'abord, Todd lui montre comment tirer avec un Colt 45. Mais Todd, c'est quelqu'un de très impulsif. Avec ce même flingue, il abat un homme sur le parking d'un supermarché et il est alors envoyé en prison. Et une fois sorti, il utilise le Colt à nouveau, mais cette fois-ci contre lui-même. Ensuite, l'oncle Ronnie, lui, va transmettre à Marshall sa passion pour la musique. Il lui fait notamment écouter la bande originale du film Breakin', dans laquelle il y a ce son. Là, il se passe quelque chose dans le jeune cerveau de Marshall. Il vient tout simplement de découvrir la culture hip-hop. Il prend un morceau de carton, il le pose en bas des blocs et il se met à breaker pendant des heures. Et grâce à ce nouveau délire, il se fait quelques potes, il devient moins timide et il commence même à plaire aux meufs. Et cette passion pour le hip-hop, elle prend une nouvelle tournure le jour où Marshall entend un son de LL Cool J. Le jeune Marshall comprend alors le pouvoir des rimes. Et ce pouvoir, il veut le maîtriser. Ça l'obsède. Il s'entraîne à rapper devant son miroir et il écrit ses premiers textes. Il fait chier sa mère pour qu'elle l'aide à trouver des nouvelles rimes tout le temps et elle finit par lui acheter un dictionnaire pour qu'il la laisse tranquille. Et avec Ronnie, ils se mettent même à enregistrer leur propre tape. Ils mettent une instru sur un lecteur cassette et ils enregistrent leur voix par-dessus avec un deuxième lecteur. On est très loin d'un rendu professionnel, mais ils font ça uniquement pour le kiff. Marshall, il pense pas du tout qu'il a une chance de devenir rappeur un jour. Le rap, c'est pour les Afro-Américains qui vivent dans le Queens. Même s'il l'adore, cet univers lui semble totalement inaccessible. Mais ça, évidemment, ça va vite changer. De retour à Détroit, Marshall est un homme nouveau. Avec son style de breakdancer, il arrive à séduire une meuf, Kimberly Scott, que tout le monde surnomme Kim. Elle a elle aussi un contexte familial difficile, elle est hébergée en foyer et très vite, elle vient s'installer chez Debbie pour vivre avec Marshall. Marshall, lui, il est toujours obsédé par le rap et il découvre un groupe qui va changer sa vision de cet art. C'est Run DMC. Run DMC, il mélange le rap avec des instrus inspirés du rock. Et donc il mélange en quelque sorte la culture noire du hip-hop avec la culture désormais principalement blanche du rock. Le rock, Marshall, il en entend depuis qu'il est petit. Et donc ce mélange, ça lui parle particulièrement. Surtout que le concept est encore plus poussé chez un second groupe, les Beastie Boys. Attends, les blancs aussi ont le droit de faire ça ? L'album License to Ill des Beastie Boys sort le 15 novembre 1986 et c'est à ce moment précis, alors qu'il a seulement 14 ans, que Marshall décide de devenir rappeur. 30 ans plus tard, il leur rendra d'ailleurs hommage en reprenant la cover pour son projet Kamikaze. Et pour se lancer dans le rap, Marshall, il a besoin de deux choses. Déjà, il lui faut un blaze. Marshall Mathers devient alors Eminem. Et ensuite, il a besoin d'un crew, d'un groupe, d'un posse. Marshall monte alors Bassmint Productions avec quelques potes du lycée. Et ensemble, ils se mettent à performer dans les événements scolaires. Et pour faire connaître son groupe, Marshall il dessine des flyers dans un style de graffeur hip-hop. Un jour il tend un de ses flyers à un mec d'Osborne, un lycée de la communauté noire à 2 rues de chez lui, et alors qu'on lui a rien demandé, le gars se met à freestyler, et là la connexion est immédiate. Hey, I cannot step to you Eminem, cause you are so bad, damn, you're the baddest motherfucker in the whole damn land, and you're right cause I am. Oh yeah, now I grab the microphone. Ce mec, il s'appelle Deshaun, mais à Détroit, on l'appelle Proof. Proof, c'est la référence hip-hop de la ville et il décide de prendre Marshall sous son aile. D'abord, il lui apprend tout ce qu'il sait sur le rap. Ils s'entraînent ensemble avec des exercices comme trouver le plus de rimes possible sur un mot. Orange, 4-inch, door hinge,
in storage and ate porridge with George. Et surtout, il s'achète le plus d'albums de rap possible. Every tape that was out, we bought it. He had a tape collection that was incredible. Ensuite, Proof, il incruste Marshall dans la cantine de son lycée pour qu'il puisse freestyler contre les rappeurs les plus chauds du quartier. Et l'entraînement paye parce que Eminem détruit toute la concurrence. Why don't you battle the white boy over there first? And everybody would be like, I'll kill him. And Em would come out and kill him the whole lunchroom. Put your emotion in your motion. I'm a loaded ocean in my chosen in the ghost and the explosion. So bring it on if you wanna bang it aside the plankers. Dang it, I wanna bang it so bad I'ma sing it. Because I was rapping fast, I used to win every battle like blah, 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 blah. And other kids were rhyming slow, so I figured the faster you rap, the better you was. Enfin et surtout, Proof il va protéger son nouvel ami. Dès que Deshaun est là, Marshall se fait plus emmerder sur sa couleur de peau. Il est désormais muni du ghetto pass. Et pour ça, les potes de Proof l'accusent d'être un oncle Tom, un traître de la communauté. Vous voyez Samuel L. Jackson dans Django Unchained en gros. Mais Proof, il s'en fout parce qu'il a la vision. Eminem va devenir un grand rappeur. Et en plus du rap, Proof et Marshall, ils font beaucoup de conneries ensemble. Ils finissent une soirée en prison après avoir tiré au paintball sur un skater. Et la veille d'Halloween, ils mettent le feu à une maison abandonnée. Ouais, ça c'est une tradition à Détroit. Ça s'appelle Devil's Night, la nuit des démons. Un jour, des bikers pointent un gun sur le front de Proof parce qu'il a osé entrer dans un quartier blanc. Marshall s'interpose et une balle se loge dans le mur derrière lui. Il comprend alors que le harcèlement qu'il a subi à cause de sa couleur de peau existe aussi, et même surtout, dans l'autre sens. Une autre fois, Proof remarque que Marshall porte des vieilles godasses que sa mère vient de récupérer en seconde main. My mother never had a job. I hate to say that, you know, but that's what affected me. It's a good soul, man. Friends come over and you don't want them to see your family's on welfare. Proof lui offre alors une paire de Nike. Marshall se retient de pleurer. C'est la première fois qu'il a un ami aussi proche depuis son oncle Ronnie. Et justement, il a hâte de montrer tous ses progrès en rap à Ronnie. Mais quand il demande à sa mère quand il va le revoir, elle freeze et elle lui apprend la nouvelle. Ronnie est mort. Après s'être fait rejeter par une meuf dont il était amoureux, Ronald Nelson a pris un gun et, comme son frère, il l'a pointé dans la mauvaise direction. Il avait 19 ans. Marshall est effondré, il reste muet pendant plusieurs jours, le regard dans le vide. Debbie aussi, elle est bouleversée par la nouvelle. Et pendant une dispute avec son fils, elle lui dit qu'elle aurait préféré que ce soit lui qui meure à la place de Ronnie. C'est là que la relation entre Marshall et sa mère se brise. Il lui en voudra pendant quasiment toute sa vie et il n'hésitera pas à l'exprimer dans sa musique. La relation entre Debbie et Marshall devient très difficile, d'autant que leur situation financière est plus précaire que jamais. Debbie ne travaille toujours pas, elle se drogue aux antidouleurs et elle menace son fils de le mettre dehors s'il ne commence pas à payer le loyer. Marshall est alors contraint d'arrêter le lycée pour trouver du taf. Il commence par du nettoyage dans les usines, puis il enchaîne sur plusieurs années en cuisine au Gilbert's Lodge, un diner familial. Au taf, il est très sérieux, mais il a tendance à se mettre à rapper à tout moment. Yo M, c'est quoi les commandes? J'ai rien compris, frère. Et si Marshall est aussi sérieux au taf, c'est qu'il a désormais un projet bien précis. Après des années de relations tumultueuses, ponctuées de disputes et de séparations, il vient de se remettre avec Kim, et elle est enceinte. Hailey Jade Mathers, née le jour de Noël 1995, Marshall a 23 ans et il doit désormais subvenir aux besoins de sa fille. Et avec son salaire de merde, ça va être compliqué, donc il va vraiment falloir percer dans la musique. Kim, elle croit pas du tout que son mec va pouvoir vivre un jour de son art, c'est totalement impossible pour des pauvres comme eux de percer dans le show business. Mais Marshall, lui, il est beaucoup plus optimiste. Et c'est normal vu qu'il passe désormais ses journées à écouter des self-made men, a.k.a. les rappeurs, les Public Enemy, les NWA, Tupac, des mecs qui sont devenus riches alors que tout était contre eux. Marshall promet alors à Kim qu'ils vont s'en sortir grâce à la musique. Il écrit It's OK, un texte qui résume ses ambitions.
Et pour percer, Marshall il a un atout majeur, il a désormais des producteurs. Après avoir entendu les Bassmin Productions sur une radio locale, les beatmakers Mark et Jeff Bass invitent Marshall dans leur studio et ils se rendent compte qu'il a des capacités extraordinaires. Il est encore très jeune mais il maîtrise déjà des schémas de rimes complexes et des flows en triple ou quadruple tongue, les taka-taka, taka-taka. Ouais ok, lui il le fait un peu mieux que moi. I'll twist you in a different shape and toss you in Michigan Lake for fisherman's sake. If this is a dream, you wish you can wake every dish you can take. Les frères Bass appellent alors les sœurs guitares et les cousins drums et ils se mettent à composer pour Eminem. Bon bref, en tout cas retenez bien leur blase parce qu'ils vont être très très importants pour la suite. Au moment d'enregistrer le premier album d'Eminem, ce sont eux qui empruntent $1500 à leur mère pour graver 500 CD et déposer les sons. Marshall doit alors changer de blase parce que ça existe déjà les M&M's et il devient alors Eminem. Tous les voyants sont au vert et le 12 novembre 1996, Eminem sort son premier album, Infinite. Cet album, c'est sa bouée de sauvetage, c'est sa chance de sortir de la misère et d'assurer l'avenir de sa fille. Et cet album, personne ne l'achète. There was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Alors non, c'est pas une paralysie du sommeil, mais c'est bien le premier son de hip-hop à devenir numéro 1 aux États-Unis. À partir de là, être blanc et faire du rap, c'est la putain de honte. Vanilla Ice, il sait pas rapper et il s'invente une vie de gangster alors qu'il vient d'un milieu aisé. Y a rien qui va. Et même à Détroit, le seul groupe de rap de blancs un peu connu, c'est des clowns. Non, littéralement des clowns. Et donc la sortie d'Infinite d'Eminem, elle est associée à tout ça. Personne n'a envie d'écouter un blanc qui rappe. Par exemple, grâce à un de ses potes DJ, Marshall réussit à faire passer un de ses sons dans une radio locale spécialisée en hip-hop. Sauf que quand le directeur des programmes découvre qu'il est blanc, il demande d'arrêter immédiatement la diffusion. Et dans les autres radios qui passent plutôt de la musique pour les blancs, il est pas le bienvenu non plus. On comprend pas du tout son délire. When did you start talking like a black guy? Yo, what's up, man? You know, come on, man, don't take my pants. You sound like a black guy. I don't think so. I think I sound like me. You sound like you as a black guy. Résultat, l'album ne se vend qu'à 70 exemplaires. Les frères Bass y pensaient utiliser le buzz de la sortie pour signer un deal en maison de disque. Évidemment, ce plan tombe totalement à l'eau. White rappers it was very hard and the labels are like, no, we don't want to be the one. Mais faudrait pas mettre tout l'échec sur le dos de la couleur de peau non plus. Infinite, c'est aussi un album qui n'est pas très original. La plupart des sons ressemblent beaucoup à ceux d'It Was Written de Nas ou à Do or Die Daisy, deux albums sortis quelques mois plus tôt. Eminem, il a pas encore trouvé son style et il imite beaucoup ceux qui existent déjà. Du coup, l'intérêt principal du projet, c'est les prouesses techniques dans le flow, mais ça, c'est pas vraiment à la mode non plus. Le rap de connaisseurs, d'amoureux du placement et de la belle rime, c'est réservé à la scène underground, ce qu'on appelle les backpackers. Porteur officiel du sac à dos. Music was going from being lyrical on the underground, like backpack type rap, to gangsta and more mainstream. Marshall, il commence alors à se dire qu'il a pas sa place dans le rap. Et même dans le milieu underground, on se fout de sa gueule. Quand il va à des open mic en mode battle de rap, peu importe ce qu'il dit, il se fait huer par le public. Marshall décide alors d'abandonner sa carrière dans le rap. Désormais, le seul espoir auquel Marshall se raccroche, c'est celui de percer dans le basket. Oui, bon, c'est un des meilleurs joueurs de son quartier, et vu que c'est un mec optimiste, il se dit pourquoi pas aller en NBA. Laissez-moi juste checker un truc. Bon, pour l'instant, il travaille surtout 50 à 60 heures par semaine au Gilbert's Lodge, payé évidemment au lance-pierre.
Et avec Kim et un enfant à charge, c'est pas suffisant pour payer le loyer. La petite famille se fait expulser quasiment tous les mois et finissent même dans une maison miteuse en plein milieu de la crack zone. La nuit, il y a un crackhead qui rentre régulièrement par effraction. Le mec mange dans leur frigo et leur vole des trucs. Le quartier craint vraiment. Un jour, il y a même une balle perdue qui traverse le mur et qui vient se loger à quelques centimètres de la tête de Kim. Le couple est alors contraint d'abandonner la maison et d'aller s'installer dans le grenier de la mère de Kim. Là, c'est vraiment la loose. Ils peuvent même pas tenir debout dans la pièce. Mec, c'est quoi ça? T'es devenu le rappeur du grenier? Proof, pendant ce temps, il a la trajectoire inverse. Il a quitté son taf dans une pizzeria pour devenir rappeur à plein temps. Il enchaîne les allers-retours à New York et il travaille désormais avec un beatmaker extrêmement chaud qui se fait appeler J Dilla. Marshall, il entend ça et il se dit que lui, pendant ce temps, il est en train de gâcher son talent. Et heureusement, Proof va lui donner l'opportunité de l'exprimer. Tous les samedis à 16h, il organise des open mic au Hip Hop Shop, un magasin de vêtements spécialisé. Là-bas, le public est connu pour être intransigeant. Si t'es nul, tu vas te faire huer. Sauf que cette fois-ci, M, il a un avantage. Il vient avec Proof. Et donc, on lui laisse le bénéfice du doute. Eminem, il a jamais rappé comme ça. Le fait d'avoir échoué avec son premier album, ça l'a rendu plus agressif, plus cynique. Le public est impressionné et M revient chaque semaine pour détruire un nouvel adversaire. Et Proof, il va pas se contenter de relancer Marshall. Il va aussi lui présenter des gens. À commencer par Paul Rosenberg, un avocat et wannabe rappeur qui va devenir le manager d'Eminem. I had a full-time job as an attorney, but I wanted to get out of there and get in the music law, but it's not that easy. Et grâce à Proof, M se fait aussi des amis parmi les habitués du Hip Hop Shop. Marshall vient à ce moment-là de se séparer de Kim après une énième dispute et il se met alors en coloc avec certains d'entre eux. Et Proof, il a en fait une idée derrière la tête. Il veut réunir les 12 meilleurs MC de Détroit pour créer le groupe Dirty Dozen, les 12 salopards, comme dans le film de 1967. Mais gars, on est que 6 en fait. Pour pallier à ce problème, Proof a une idée. Chaque MC va avoir un double maléfique. 6 x 2, ça fait 12, je suis HPI. Et en incarnant un double, un personnage fictif, les rappeurs vont pouvoir sortir les punchlines les plus chelous et les plus choquantes possibles. Et ils vont aller très très loin pour se faire marrer entre eux. Surtout lui là, bizarre, il porte un peu trop bien son nom. And rape cock and spaniels. Don't need to be a father cause I'm just too illmatic. I'll probably poison my kids like flowers in the attic. Hoes with AIDS, I still fuck hair. Cause I just don't care. Bon, Marshall, lui, pour l'instant, il a pas trop d'idées pour créer son alter ego. Quelques jours plus tard, il rentre chez lui après le taf et il passe devant cette rue. Il continue son chemin et en arrivant à la coloc, il s'assoit sur le trône et là, une punchline arrive dans sa tête. Slim Shady, brain dead like Jim Brady. C'est à ce moment-là qu'Eminem devient Slim Shady, le maigre chelou. Et ce personnage, il est très différent du Eminem d'Infinite. Déjà, il a une voix plus aiguë et surtout, il est beaucoup plus méchant. Pourquoi est-il aussi méchant? Marshall sait qu'on le considère comme un white trash, un blanc pauvre du fin fond de l'Amérique, et il va surjouer ce personnage à fond. Et il va surtout le mélanger à celui d'un serial killer totalement fou. Slim Shady, Eminem was the old initial, half animal, half man, dumping your dead body inside of a trash can. Slim Shady, ça devient le moyen d'expression de Marshall, celui qui va faire ressortir toute la haine qu'il a emmagasinée en lui. Et à ce moment-là, il a notamment le seum contre Kim, qui l'empêche désormais de voir sa fille. Un soir, il prend de l'ecstasy et il écrit un texte dans lequel il assassine son ex-meuf. Come on, hey, hey, we going to the beach. Grab a couple of toys and let dada strap you in the car seat. Oh, where's mama? She's taking a little nap in the trunk. It's almost a true story. Anybody out there that's got baby mothers that are bitches, you know what I'm talking about. Anybody out there who can relate to that shit? That's real. That's some real shit. And instead of me killing that bitch, all I'm doing is put my personal feelings on wax. M réunit alors 8 sons dans celui-là pour créer un nouveau projet solo, le Slim Shady EP. Les frères Bass sont à la compo et ils ont même pour la première fois un contact sérieux en maison de disque.
Sauf que pendant ce temps, à la maison, ça part en couille. Le colocataire qui réunissait l'argent pour le loyer n'a en fait jamais payé le propriétaire, il s'est juste barré avec toute la thune. Marshall se retrouve sans logement, et comme il est en froid avec Kim et avec sa mère, il n'a nulle part où aller. Il pénètre alors dans son ancienne maison par effraction, et il s'endort sur le sol, sans chauffage et sans électricité. Elle, c'est Wendy. Elle a démissionné de son taf de vice-présidente d'une marque d'alcool, elle a revendu son appart et elle a mis tout l'argent pour créer une asso consacrée à sa passion, le hip-hop. Et Wendy, elle fait partie des rares personnes à avoir écouté Infinite, le premier album d'Eminem. Et c'est une des encore plus rares personnes à croire en lui. I knew he was going to be big, but I didn't know he was going to be as big as Eminem got. No, nobody knew. Wendy invite alors Eminem à son nouvel événement, les Rap Olympics de Los Angeles, un open mic entre les meilleurs rappeurs du coin. Elle lui paye même le transport et l'hébergement pour lui permettre de venir. Pour Marshall, c'est un don du ciel. Le gagnant des Rap Olympics repart avec $500 et une Rolex. Et avec son expérience du hip-hop shop, il est sûr qu'il a ses chances. Il arrive déterminé et dès le premier round, le public capte qu'il est très chaud et il commence même à le soutenir. Il remporte la manche facilement. Mais au deuxième round, il est face à un adversaire beaucoup plus coriace qui l'attaque sur sa couleur de peau. Eminem répond alors: So many ways to diss you that I'm playful with you. I let a razor sit you to the half the staple sit you. And everybody in this fucking place will miss you if you try to turn my face to sit you to a racialist. Nobody's hearing you. You're a whack liar. There, all your white jokes just backfired. Là, c'est plus un clash, c'est une exécution. Le public est choqué par la précision des rimes d'Eminem. Ce couplet, il est tellement marquant qu'il sera repris en version plus soft pour le freestyle final du film 8 Mile. Eminem remporte tous les rounds et il se retrouve logiquement en finale où il doit affronter Otherwise, un rappeur local. L'instru se lance, Eminem commence à rapper, sauf que son adversaire n'est pas là. Il s'est caché derrière l'écran au fond de la scène. Et donc Eminem se retrouve à rapper dans le vide. Puis, au moment de répondre, Otherwise se contente de cracher des insultes et des menaces de mort sans même faire des rimes ou quoi que ce soit. Mais il est chez lui et le jury lui donne la victoire. Marshall est abattu. Pour lui, c'est fini. Il a plus d'argent, plus de logement, plus de meufs, il peut plus voir sa fille et ses espoirs de percer dans le rap s'éloignent encore plus. Hey, j'ai kiffé tes freestyles. T'as un projet à me filer? Ah, ouais. Il m'en reste un. Tiens. De retour à Détroit, Marshall n'a plus rien, à part son taf de merde au Gilbert's Lodge. Mais le manager vient de changer et il aime pas trop sa gueule. Un jour, Marshall oublie de mettre la chemise du restaurant et il est tout simplement viré. Marshall se traîne alors jusqu'au studio des frères Bass. Et là, Jeff lui apprend que leur contact en maison de disque, c'était en fait un imposteur. Un mec qui travaille au service courrier, qui n'a aucun pouvoir et qui voulait juste leur soutirer de l'argent. C'est à ce moment-là que Marshall atteint le point de non-retour. Il n'a plus rien pour se raccrocher, plus aucun espoir. Il décide alors d'en finir, comme ses oncles avant lui. Il avale une vingtaine de pilules antidouleurs, de quoi tuer n'importe quel humain en quelques heures. Et dans l'énergie du désespoir, il entre en cabine et il crache un dernier couplet avant de mourir. I work a sweat for this worthless check. Je m'en suis toujours pas remis, il a vraiment mis toute son âme dans ce couplet. Marshall s'effondre sur le sol, il vomit l'intégralité des pilules. Il est sauvé. Marshall, on a un appel du docteur, il veut te voir. Le docteur? Oui. Dr. Dre. La vie de Dr. Dre, elle est très différente de celle d'Eminem. Malgré un père absent, il vit une enfance calme à Compton, dans le sud de Los Angeles. Sa famille est assez aisée et il ne manque de rien. Dre découvre le hip-hop avec Grandmaster Flash, il devient DJ puis forme le groupe de rap NWA. Il est notamment accompagné par Eazy-E, un ancien dealer devenu rappeur. Et c'est ce vécu de la rue qui se retrouve dans leur premier album, Straight Outta Compton. You are now about to witness the strength of street knowledge. Le succès est énorme et NWA devient la pierre angulaire du gangsta rap, le rap hardcore inspiré de la vie de gangster. Mais Dre se brouille avec Eazy-E et il quitte le groupe en plein buzz. Il fonde alors son propre label en compagnie de son garde du corps et membre du gang des Bloods, Suge Knight. Il réalise alors son premier album, The Chronic, qui devient lui aussi un classique de la West Coast. Un an plus tard, il produit le premier album de Snoop Dogg et encore une fois, classic shit.
Il signe ensuite Tupac, le rappeur le plus chaud du moment, et il assoit alors sa position à l'épicentre du gangsta rap mondial. Tout ce que Dr. Dre touche se transforme en or. Il devient multimillionnaire et il perd alors totalement le sens des réalités. Influencé par Suge Knight, il plonge dans un mode de vie criminel. Il enchaîne les soirées avec les Bloods, il parle mal, il se bat, il conduit bourré et il finit même une course-poursuite avec la police au fond d'un ravin. La Thug Life le conduit droit à la catastrophe. Le 13 septembre 1996, Tupac est assassiné. Tupac Shakur, who died last Friday the 13th after being gunned down in a drive-by. Un mois plus tard, Suge Knight est rattrapé par la justice et condamné à 9 ans de prison ferme. Dre doit se ressaisir. Il quitte alors Death Row pour monter son propre label, Aftermath. Mais suite au décès de Tupac et aussi à celui de Biggie, le gangsta rap n'est plus trop à la mode, ça fait juste bader tout le monde. Dr. Dre devient un peu has-been et ses nouveaux projets ne trouvent pas leur public. Le label se retrouve alors en grande difficulté et sa maison mère, Interscope, réfléchit à virer la table de mixage. I was like, man, listen, I put this sample together. Tell me if you like it. You want to hear one of my joints, man? Yeah. And I hit the drum machine. I saw Dre nodding his head. I was like, I'm in. I made it. Le 9 mars 1998, Eminem signe chez Aftermath et l'impact de Dr. Dre sur sa carrière va être immense. Dre basically saved my life. You know, my shit was going nowhere. D'abord, Dr. Dre va permettre de faire évoluer le personnage de Slim Shady. Jusque-là, Shady c'était un mec dangereux et fou qui rappait sur des prods inquiétantes. Dre, lui, il apporte des instrus plus goofy, plus cartoonesques et il va encourager Marshall à développer un Slim Shady beaucoup plus marrant. L'idée, c'est d'enchaîner les vannes et les situations absurdes. C'est le cas dans My Name Is, le banger enregistré lors de leur toute première session. Ce personnage sans filtre, choquant et gaulerie, c'est ce qui va accrocher le grand public. Et ce perso, il sort de plus en plus facilement chez Eminem lorsqu'il est défoncé à l'ecstasy. Et l'exta, il en prend de plus en plus. Un soir, alors qu'il est totalement éclaté, il s'achète du peroxyde, il se teint les cheveux et il passe out sur son canapé. Le lendemain, il arrive au studio en ayant totalement oublié ce qu'il a fait la veille. Dre, il le voit, il éclate de rire et il dit « C'est bon, on a trouvé ton personnage ». À partir de là, Slim Shady, ça sera ce blond décoloré, totalement barré. Ça lui donne presque un look de mec de boys band, alors qu'il parle de prendre de la drogue et de tuer des gens. Et c'est cet écart qui crée tout le ressort comique du personnage. Jay-Z, Puff Daddy ou Missy Elliott, ils se prenaient beaucoup plus au sérieux. Slim Shady, au contraire, ça sera ce personnage toujours prêt à déconner. The world does not like to see Slim Shady's ass, but I will show it every chance I get. Et en appuyant sur cette différence, Eminem va se démarquer de la concurrence. C'est un coup de génie de la part de Dr. Dre et qui est l'as du marketing. Ouais, on parle de l'homme qui revendra sa marque de casque pour 3 milliards de dollars quelques années plus tard. Dre has taught me a lot, not just rap-wise, but business-wise. My Name Is devient alors le single principal pour annoncer le nouvel album The Slim Shady LP, une version plus fournie de l'EP présent sur la cassette d'Eminem. The My Name Is single that Dre produced is dropping November 28. Mais quand Interscope, ils entendent les paroles, ils se disent que c'est trop hardcore. En plus, le son inclut le sample d'un artiste gay qui veut pas le clearer si on ne change pas certaines paroles. Et là, Dre et Eminem, ils acceptent de modifier les lyrics pour bénéficier de la force de frappe d'Interscope. Avoir un son clean, ça va permettre de le diffuser en radio et en télé. Et après toutes les galères qu'a vécu Marshall, on peut pas vraiment lui reprocher d'essayer de percer. Donc c'est pour ça que par exemple ces rimes My English teacher wanted to have sex in junior high. The only problem was my English teacher was the guy. vont être réécrites et devenir La version clean de My Name Is est alors validée pour une diffusion nationale et Interscope aligne le budget pour un clip haut en couleur. Marshall se déguise en Bill Clinton, en savant fou, en pervers, en Marilyn Manson et en patient d'hôpital psychiatrique interné par le fameux Dr. Dre. La chaîne de télé MTV y voit ça et ils se jettent dessus comme des morts de faim. Ils se mettent à bastonner le clip. À l'époque, MTV c'est la chaîne musicale de référence et Eminem devient alors, du jour au lendemain, une star mondiale.
Like, I was like, wow, I'm actually doing it. André et Marshall ont trouvé la formule magique. Un son marrant avec un clip délirant et un refrain accessible. Et en même temps des couplets de rap de très haute volée. C'est cette recette qui va faire la renommée d'Eminem. Et pour chaque nouvel album, le single principal sera dans cette veine. Bon, là on vient de se refaire toute mon enfance en quelques secondes. C'est avec ces clips-là que j'ai découvert Eminem. J'étais en primaire et voir ce mec agiter son gros cul en plastique sur une pop victime, bah c'était hilarant. Mais surtout, c'était la première fois de ma vie que j'entendais du rap. Et donc ça doit être là qu'a dû naître ma passion pour cette musique. Porté par le single My Name Is, The Slim Shady LP se place 2e des charts et vend plus de 300 000 exemplaires en une semaine. Congratulations, Slim Shady's going to number 2. With a little bit of help from MTV. Slim Shady devient le personnage que tout le monde s'arrache. Comme Eminem le dira plus tard. It seemed like as soon as I stopped giving a fuck about what I was saying, people started giving a fuck. It was like a reverse effect. Mais la raison principale pour laquelle Eminem marche là où d'autres rappeurs ne sont même pas diffusés, c'est parce qu'il est blanc. White? He's white. Fuck! Man, I didn't know you was white. All that time, people get the fuck out of here. Dude, you're telling me this guy's white? Grâce à sa couleur de peau, Eminem peut parler plus facilement au public blanc des suburbs américains. Un public qui connaît pas du tout le hip-hop ou à la limite quelques sons de gangsta rap. Et ce qui était jusque-là un handicap presque insurmontable pour percer dans le rap, ça devient son plus gros atout commercial. D'autant qu'Eminem, il est bien plus crédible que les autres rappeurs blancs, qui se prennent d'ailleurs des tartes dans le projet. Et cette crédibilité, elle est évidemment énormément renforcée par la bénédiction de Dr. Dre. Le label Dr. Dre, ça indique au grand public qu'il s'agit là d'un vrai rappeur validé par la street et non d'un imposteur qui s'invente une vie de voyou. Et l'autre atout commercial majeur, ce sont les controverses qui vont être créées par les paroles d'Eminem, jugées très choquantes, notamment par une partie de l'Amérique conservatrice. Et c'est vrai que l'album, il est interdit aux enfants et qu'il est bien chargé en punchline dérangé. La rencontre avec Bizarre a clairement porté ses fruits. Bon, pas besoin d'être un génie pour capter que c'est du second degré, mais ça suffit à déclencher des vagues de protestation. Interscope se met à flipper et réfléchit même à drop Eminem. Mais Dre a toute l'expérience NWA derrière lui et il leur explique qu'on peut faire des grosses liasses avec des polémiques. Tu es avec moi comme si je bois que de l'eau bénite. We are not parents to your children. We're here to entertain, make records, entertain, and leave it at that. La couleur de peau, les polémiques certes, mais si le Slim Shady LP connaît un tel succès, c'est aussi parce que c'est un putain d'album. D'abord en termes de rap, c'est très très solide et Eminem se crée alors un vrai public hip-hop qui respecte son art. You simply came with the skills. It wasn't the gimmick that, okay, I'm a white guy and I'm rapping. The gimmick was I got skills in what's up, and I felt you, and I appreciate that in hip-hop. Ensuite, la connexion entre Dre et Eminem, elle est juste magique, notamment sur Role Model. Perso, c'est mon son préféré du projet, le synthé me rend fou, et Eminem dessus, j'ai rarement entendu un flow aussi désinvolte. La Dre a poussé Marshall dans ses retranchements, il le fait même presque crier sur le refrain. We got a friendship. There's a chemistry. I feel like it kind of resembles him and Snoop back in the day. Et sur cet album, Eminem développe un sens du storytelling exceptionnel. Il arrive à raconter des histoires en 3 couplets et à les enrichir de plusieurs personnages. Il n'y a pas que Slim Shady, Marshall interprète à tour de rôle sa prof au collège. Ou encore sa propre daronne. Mais t'es pas nette, non ? Mais si, je suis très net. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'il arrive à enchaîner des personnages très rapidement avec une voix unique à chaque fois. Par exemple, dans My Fault, en 5 secondes, t'as 3 persos très différents.
On a l'impression d'être dans un épisode de South Park tellement il se passe de choses et on avait rarement entendu une telle richesse d'interprétation dans un album. I'm trying to bring MCing and skill and storytelling to a next level though. Et pour ne rien gâcher, le tout est porté par des refrains ultra catchy et des instrus légendaires. Mais attention, on doit pas donner toutes les fleurs à Dr. Dre. Sur Slim Shady LP, il ne compose que 3 sons sur les 16 du projet. Et si on regarde les 3 premiers albums d'Eminem en major, Dre est à la compo sur seulement un quart des sons, alors que les frères Bass sont présents sur la quasi-totalité des 3 quarts restants. Sauf que les frères Bass, personne n'en parle jamais. Voilà, c'est mon coup de gueule, je dénonce, j'accuse. Mettons du respect sur Mark et Jeff Bass. Mais pour le grand public, en tout cas, c'est Dre qui revient dans la lumière avec son rôle de producteur exécutif et ses apparitions dans My Name Is et dans Guilty Conscience, un autre classique de l'album. Interscope donne alors le feu vert à Dr. Dre pour réaliser un nouvel album, et cet album, c'est 2001. 2001 se classe 2e du Billboard et devient tout simplement un des albums les plus identifiés et connus de l'histoire du hip-hop. Dre was off track for a minute, you know. Dre had a couple of bad years, but you know, Dre is like a cat. Dre is always gonna land on his feet. Dans 2001, Dre il a réuni des rappeurs incroyables, Snoop Dogg, Exhibit, Nate Dogg, mais celui qui sort vraiment du lot, c'est Eminem. Même quand il a juste un refrain, c'est exceptionnel. Là, Eminem, il marche sur l'eau et sa hype est en train d'exploser. Les ventes du Slim Shady LP ne cessent de grimper et tout le monde attend son album suivant avec impatience. Pendant 2 mois, Marshall s'enferme dans un studio en compagnie de Dr. Dre et des frères Bass. Ils se font des sessions de 20 heures de suite. Parfois, M y part dans des grands délires, bien aidé par les drogues qu'il consomme maintenant à foison. I'm a little shroomed out, acided out, weeded out, and every other drug you can think of. I'm on it. Don't try this at home. I was going a little bit crazy, and now I'm not going crazy anymore. I already am crazy. Mais la plupart du temps, Marshall, il est extrêmement concentré et perfectionniste. My delivery and the way I say things across the mic, I make sure that is just like perfect. I want to make sure everything is perfect for me, so I can listen to my ish a million times and not find a flaw in it. I would say I'm a perfectionist and probably a workaholic too. And one of the most demanding artists in the studio. Demanding in the sense that he knows exactly what he wants. Grâce au conseil des frères Bass et de Dre, Marshall apprend même à composer ses propres instrus. Il crée alors un son extrêmement personnel, The Way I Am. Dans ce son, il répond aux polémiques et il s'en amuse même en ramenant dans le clip Marilyn Manson, l'artiste le plus controversé d'Amérique. Le rocker est accusé d'avoir provoqué la fusillade du lycée de Columbine avec sa musique violente. This is perhaps the sickest group ever promoted by a mainstream record company. Et Eminem prend directement sa défense. It's all the same type of attitude, just different kinds of music. So I respect Marilyn for his attitude. I went to his show and he wiped his ass with the American flag. I said, that's GG. Bon, là ça commence à être clair, Eminem c'est en fait un artiste qui va se nourrir des polémiques. Critics add fuel to the fire. Et dans The Real Slim Shady, le nouveau single à la My Name Is, il atteint un niveau de trolling exceptionnel. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots, Dr. Dre's dead. Je parle de trolling, mais on est le 18 avril 2000. Et Internet, ça existe à peine à l'époque. Et le concept de troll ne deviendra connu que des années plus tard. Le mec est un précurseur. Et son ton irrévérencieux fait quelques vagues puisque les ventes de The Real Slim Shady dépassent celles de My Name Is. Eminem envahit alors la pop américaine. Eminem's a pop artist now because he made one song that was catchy or whatever, and the whole pop market took it. Because it's really not pop music, it's just hip-hop music, but it's promoted perfectly. Et Eminem, il va aller encore plus loin en samplant une artiste de pop anglaise, Dido, pour le son. Ouais, évidemment, tout le monde connaît, c'est Stan.
before his record came out and said, you know, can I use your song? And I just thought it was brilliant. I thought Stan was brilliant, so I said yeah. Le 3 mai 2000, Britney Spears sort son deuxième album Oops, I Did It Again et réalise le plus gros démarrage de l'histoire de la musique. 20 jours plus tard, Eminem sort le Marshall Mathers LP et il atomise le record. Britney Spears, I'm coming for you! Le MMLP devient l'album de rap le plus vendu de tous les temps avec 32 millions d'exemplaires. À titre de comparaison, si on additionne Astro World, Views, Damn et Graduation, il nous manque encore 10 millions de ventes. Eminem est désormais une idole, une star de la pop au même titre que Britney, Justin Timberlake ou Will Smith. Mais il tient à se différencier de cette scène en les attaquant frontalement, surtout Timberlake et son groupe NSYNC qui se prennent une sacrée sauce. Et franchement, c'est hilarant. I'm not Mr. NSYNC, I'm not what your friends think. I'm not Mr. Friendly, I can be a prick. And by the way, NSYNC, why do they sing? Am I the only one who realizes they stink? And anti-Backstreet and Ricky Martin, cause instincts to kill NSYNC, don't get me started. You have your boy bands and your Britney Spears and your NSYNCs that want to be role models to kids and things like that. That's not real, and that's not how the world is. I would rather get in front of a camera and not change anything, not change the way I act, the way I talk, or anything. I'd rather just be myself no matter where I'm at, no matter who's listening or who's watching or whatever. Mais le Marshall Mathers LP, c'est surtout là qu'Eminem atteint sa forme finale en termes de rap. La narration est portée à un niveau encore jamais vu, notamment sur Stan, qui est carrément un petit film avec des rebondissements, ou encore sur Kim, une histoire d'horreur où il massacre une nouvelle fois son ex. C'est pas possible, t'as pas honte? Et techniquement, il envoie des cadences incroyables, des flows qui changent tout le temps, des intonations variées et percutantes. Il vole au-dessus des prods comme Neo, au-dessus de la ville. Things spinning, you're beginning to think women are swimming in pink linen again in the sink. Then in a couple of minutes, that bottle of Guinness is finished. Give me the mic, let me recite to Timothy White. Pickets outside the Interscope offices every night. Skin can on the internet, trying to lure your kids with him. I don't know no rapper, black, white, Hispanic, that could fuck with him when he came out. Eminem and just have amazing cadence. I sit back with his act, his zag, his back, and his act, and his Z. Même aujourd'hui, ça reste difficile d'expliquer comment Marshall a pu atteindre un tel niveau. Ma théorie perso, c'est qu'il a dû emmagasiner des rythmes de batterie en écoutant son père jouer dans les tout premiers mois de sa vie et même avant de naître. Et aussi bien sûr qu'il a commencé à rapper très jeune, quasiment en même temps que la création du hip-hop lui-même. Et donc il y avait très peu de gens qui pouvaient avoir autant d'expérience que lui. I couldn't even tell you where I got it from. I don't know if it was a given gift or I just learned it, or maybe it was a little bit of both. Eminem est tellement à son prime à ce moment-là que lorsqu'il va sur l'album du meilleur rappeur de l'époque, il le lave, il le plie, il le repasse et il le range dans le tiroir. Now who's the king of these rude, ludicrous, lucrative lyrics? Who could inherit the title? Put the youth in hysterics. Voilà, bien propre. Marshall a tout gagné. Il est le rappeur le plus successful au monde et il n'aura plus jamais de problème d'argent. Il célèbre sa nouvelle vie en se remettant avec Kim et en se mariant avec elle à l'été 1999. Mais tel Icare s'approchant un peu trop du feu céleste, l'ivresse de la réussite et du pouvoir va malheureusement lui brûler les ailes. And the Grammy goes to... Whoa! Mr. Controversy, Eminem! Eminem, yes! Alors que Marshall rafle tous les prix rap aux Grammys, la prestigieuse cérémonie du monde de la musique américain, devant la salle, les protestations font rage. Plusieurs associations sont réunies pour s'opposer à Eminem et ça va aller très loin. La première association, c'est le GLAAD, l'Alliance gay et lesbienne contre la diffamation. Pour eux, les albums d'Eminem contiennent les lyrics les plus homophobes entendus depuis des années. Les membres de l'association ont en fait eu vent de l'histoire des paroles originales de My Name Is, vous savez, celle qu'Interscope avait censurée, et ils sont surtout choqués par l'utilisation répétée du terme fagot ou PD en français. Et c'est vrai que chez Eminem, cette insulte est presque utilisée comme une ponctuation. The volcanic ash of slim anus. You
Ce genre de paroles passe très mal chez un artiste écouté par une telle audience. Et ça a des répercussions dans le monde entier. Par exemple, l'université de Sheffield en Angleterre fait interdire la diffusion des sons d'Eminem pour protéger les étudiants gays. Comme si les homosexuels ils pouvaient imploser en entendant une chanson quoi. En mode c'est les aliens dans Mars Attack. Et Marshall lui comprend pas vraiment la polémique. En fait il utilise cette insulte depuis toujours mais sans vraiment y réfléchir. Et il a jamais vraiment eu de personnes gays en face de lui. Do I? Personally? No. Gay people were pissing me off because they were looking at it like I was just going straight for their throat when I wasn't. I don't care about gay people. Whatever, that's their business. En fait, Marshall, c'est surtout un produit de son environnement. Et je comprends son point de vue parce que à l'époque où j'étais au collège, quasi tout le monde utilisait le mot PD, la plupart du temps sans vraiment le relier au fait d'être homosexuel. C'était tellement ancré dans la culture que ça se diffusait comme ça. Heureusement, les mœurs ont bien évolué depuis. Et quand il va comprendre le problème, Eminem, il va essayer de se démarquer de cette image d'homophobe, ou en tout cas de la tourner en dérision. C'est le cas dans The Real Slim Shady, avec peut-être le pire argument anti-homophobie jamais sorti. Moi je suis pas homophobe. Hein. Heureusement il fait un peu mieux sur Criminal, présent lui aussi sur MMLP. Ken Kaniff, c'est un personnage gay caricatural dans les textes d'Eminem avec lequel il semble ici faire la paix. Mais bon, ça suffit pas. Le Glad est devant les Grammys et il est prêt à en découdre. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle, Eminem est en train d'interpréter Stan. Et alors que le refrain arrive, il se passe quelque chose que personne n'avait vu venir. Oui, c'est tout simplement Elton John, l'artiste gay le plus influent au monde. Je me dis, il n'y a que Eminem qui peut faire ça. Je vois pas un autre rappeur américain aller et avec Marilyn Manson et Elton John, quoi. Tu vois, c'est quand même le triangle des Bermudes. Hein. C'est un coup de génie. Dans différentes interviews, Elton John il prend la défense d'Eminem en disant qu'il trouve ses paroles trop marrantes et que fagot c'est une insulte comme tête de bite ou Donald Trump. Quoi? Non, j'ai pas dit ça. He was accused of being homophobic by so many people because of his lyrics, which I thought was nonsense. We became friends and we've been amazing friends ever since. He's an amazing guy. I just adore him. Et c'est pas juste un stunt marketing, leur amitié, elle est encore là 25 ans plus tard. Elton a même été le sponsor de Marshall lorsqu'il a eu des problèmes d'addiction et Marshall n'a pas oublié Elton dans les grandes occasions. For my marriage, I got this package from Eminem. We had 2 diamond-encrusted cock rings. Le Glad ne valide évidemment pas cette amitié, mais à partir de là, Eminem ne sera plus vraiment vu comme homophobe. Okay, folks, enough with the gay jokes. Dans le film 8 Mile, le personnage principal aura un ami gay et Marshall fera de temps en temps des clins d'œil à son ancienne réputation. People think that my lyrics are homophobic, you know, it's because I'm gay. Meaning... I like men. Mais c'est pas tout. Devant les Grammys, il y a aussi des associations féministes. Et elles sont très remontées contre Eminem, tout comme Lynn Cheney, la femme du vice-président des États-Unis. He is a violent misogynist. He advocates raping and murdering his mother in one of his songs. He glories in the same song in the idea that he might murder any woman he comes across. Une femme politique qui fait son beurre sur une polémique, bon c'est du classique, mais c'est vrai qu'Eminem il y va pas avec le dos de la cuillère, ni avec le dos de la pelle d'ailleurs. Mother, are you there? I love you. I never meant to hit you over the head with that shovel. That bitch by her hair, drug her across the ground and took her up to the highest diving board and tossed her down. Et ce qui est le plus choquant, c'est la manière dont Eminem traite Kim dans ses paroles. Dans Slim Shady LP, il la tue et il l'enferme dans son coffre, ce qu'on retrouve d'ailleurs représenté sur la cover. Et dans le son Kim sur MMLP, c'est encore plus violent. You were supposed to love me. Now bleed, bitch, bleed. Et contrairement aux blagues homophobes, là il cherche pas à se cacher derrière de l'humour. And that song is about me murdering my daughter's mother and putting him in the trunk. And at the time when I wrote that song, I really felt like I wanted to do that. I don't know if you ever felt like you wanted to kill somebody before. There's been times where I literally have wanted to kill her. I've had songs about killing her for like 4 years, 5 years now, that nobody's even heard. I've killed her like 11 times. Alors oui, Eminem n'a jamais été accusé de violence conjugale ou envers les femmes, et on peut pas en dire autant des artistes de l'époque comme Puff Daddy, Tupac, R. Kelly ou Rammstein. Pour autant, Marshall a un vrai problème dans sa conception de la gente féminine, et il le dit d'ailleurs lui-même. Whether it's right or wrong, I tend to generalize women a lot.
And I'm not saying like I hate all women or all women are bitches or no shit like that. I'm just saying my viewpoint right now, it's a little bit distorted. En fait, son expérience personnelle l'a poussé à avoir beaucoup de défiance envers les femmes. Il a eu une relation très conflictuelle avec sa mère, puis avec sa meuf, sans oublier le traumatisme de la mort de Ronnie suite à une déception amoureuse. Et l'arrivée de Marshall dans le milieu du gangsta rap, ça a pas dû arranger tout ça. Dr. Dre, c'est pas un exemple là-dessus. Lui, pour le coup, il a été condamné pour avoir frappé une femme. Et plus globalement, le fait d'être macho, un peu sexiste, c'était bien vu dans les années 90 et 2000. Et les blagues lourdes, ça y allait franco. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans une société ultra sexiste, ce soit Eminem en particulier qui soit épinglé. Par exemple, personne n'a jamais manifesté contre les Beatles. Pourtant, on aurait pu. T'as pas honte ? Je pense que le fait que le rap soit un art plus direct et plus agressif dans la forme, ça a dû jouer, mais là encore, Eminem, c'est pas du tout le rappeur le plus sexiste du lot. Lui-même, il s'inspire du Two Live Crew qui a un répertoire entier de chansons sexuellement explicites et peu respectueuses des femmes, et c'est un euphémisme. Mais tant que c'est des noirs ou des gangsters, bah on s'en fout. Par contre, quand c'est un petit blanc de l'Amérique profonde, là ça passe très mal. Et Eminem, lui, va logiquement se défendre en disant qu'il n'est qu'un miroir de la société dans laquelle il vit. And all I'm doing really is taking shit that's wrong with the world and poking fun at it. I'm having fun with it. A lot of people choose to ignore what's wrong with the world, the poverty, the homelessness, you know, violence, rape, all of that shit. Everyone chooses to ignore it and pretend like it doesn't exist. I address it, and that's what a lot of people don't like. Je pense que cette posture de messager, elle fonctionne pour ce qui est de la violence ou de la pauvreté, mais dans le cas du rapport aux femmes, c'est difficile d'y adhérer à 100%. Et c'est peut-être la relation réelle avec Kim qui peut nous éclairer là-dessus. Quand elle a entendu le titre Kim, Kimberly, elle a demandé à Marshall de ne pas le mettre dans son album. Et on peut la comprendre, t'as pas forcément envie d'avoir des millions de gens qui s'ambiancent en écoutant ton meurtre. À ce moment-là, le couple venait de se remettre ensemble et ils étaient sur le point de se marier. Et pourtant, Marshall, il en a fait qu'à sa tête. Après avoir été bully toute son enfance, il reproduit le schéma et devient à son tour un tyran. Il sert plus de sa musique pour renverser des rapports de force en sa défaveur, mais pour s'attaquer à une femme sans défense. Et ça, c'est pas arrêté là. Pendant le Up in Smoke Tour, la tournée légendaire de Dr. Dre avec Snoop, Ice Cube ou encore Nate Dogg, Eminem, il prend l'habitude de frapper une poupée gonflable à l'effigie de Kim. Ouais, sur scène devant tout le monde. Une poupée qui représente sa femme. C'est un malade. Quand elle apprend ça, Kim se laisse tomber dans sa baignoire et se tranche les veines. Heureusement, les pompiers interviennent à temps et réussissent à la sauver. Mais on a l'impression que Marshall capte pas du tout le concept. Même cet épisode tragique, il va en faire des lyrics. Et si on y regarde de plus près, c'est toute la vie de Marshall qui est en train de partir en live. Pendant que le Marshall Mathers LP bat tous les records, Marshall Mathers l'humain, lui, il vit en fait un véritable enfer. Now I'm not stressing to pay bills, I'm not stressing over that, but I've got different kinds of stress now. Il est tellement connu que sa vie devient insupportable. Les journalistes sont tout le temps sur son dos, ils espionnent sa famille, ils dévoilent tous ses mouvements, par exemple son date avec Mariah Carey. Il peut plus rien faire sans être épié par des mecs avec des caméras. For some reason, a lot of people are fascinated by my personal life and I still can't understand it. Il y a des fans qui s'amassent dans son jardin, qui se baignent dans sa piscine, qui lui volent son courrier et qui frappent à sa porte à toute heure du jour et de la nuit. Marshall, il est sur les nerfs, il devient parano. Il s'achète un gun et il le garde en permanence sur lui. Et il n'hésite pas à le dégainer pour faire déguerpir les fans un peu trop insistants. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas que des inconnus. Des cousins, des oncles et des tantes viennent aussi lui réclamer de l'argent alors qu'ils n'ont jamais cru en lui. It's kind of like a fucking broke family and somebody in the family hits a lottery. Now everybody comes around, they want something. Même son père, qu'il n'a pas vu depuis qu'il a 2 ans et qui n'a jamais répondu à ses lettres quand il était enfant, il réapparaît. Comme par magie, Marshall veut logiquement pas le voir et il ne lui répondra qu'en musique. Mais celle qui va le plus essayer de gratter la fame d'Eminem, c'est sa propre mère. Debbie vend sur internet une caravane dans laquelle elle a vécu avec Marshall en tant que caravane de Slim Shady. Elle promet qu'Eminem viendra en personne rencontrer l'acheteur et signer les murs. C'est évidemment totalement faux. Elle vend également des faux autographes d'Eminem qu'elle réalise elle-même. Mais elle va aller encore plus loin. Debbie attaque son propre fils en justice pour les paroles où elle est mentionnée et elle lui réclame $10 millions.
de dollars. Et elle sort également un album avec le groupe IDX dans lequel elle s'attaque frontalement à Marshall. Will the real Marshall Mathers please stand up and take responsibility for his actions? Le mec est en bif contre sa propre daronne. Je dis ça en rigolant, mais vous imaginez la violence d'avoir sa propre mère contre soi. My mother probably wants to see me fall. Quand un écrivain naît dans une famille, cette famille est foutue. C'est une citation de Czeslaw Milosz, le prix Nobel de littérature en 1980, ou de Ramsey, je sais plus. En tout cas, elle s'applique bien ici. Marshall n'a même plus le temps de s'occuper de sa fille, alors qu'elle est tout pour lui. What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made. Dad's gotta go catch a plane. What's the biggest sacrifice that you've made for your career as a so far? Not seeing my daughter, not seeing my little girl. Pour le Up in Smoke Tour, Marshall réalise 47 concerts en 10 jours. I think there might have been a couple of times we did 3. We've done like 3 shows in one day. Il travaille non-stop, parfois il a même plus le temps de manger ou de dormir. I get up in the morning, 7:30, 8 o'clock, get ready, I go get on a plane, get somewhere, go to 2 or 3 radio stations, do an in-store and then do a show. Non-stop. Like every night. I always thought like you rap, you wear a gold chain. Get the bitches, and then that's it. But at least when people work regular jobs, they get days off and shit. Right. Et pour tenir le coup, Marshall, il boit de l'alcool et il prend beaucoup de drogue. Et évidemment, ça ne fait qu'empirer la situation. When your music starts taking off and your career starts going full-fledged, you don't know what's happening. It's happening so fast, and people are grabbing you here and there, and you got this interview to do, you got this interview, you got to do this press. It's so easy to get caught up in this game, become addicted to drugs, become a fucking alcoholic, make your life go completely out of control. Marshall perd alors petit à petit le sens des réalités et il devient Slim Shady. Il se prend pour un ouf et il se met à mal parler aux gens. Il suit le même chemin qu'André, un sympathique passionné de musique devenu une célébrité agressive, ou que Tupac, un fan de théâtre devenu un gangster jusqu'à causer sa propre perte. Gangsta rap made me act like a maniac. I was boosting, so influenced by music, I used it as an excuse to do shit. Et le 3 juin 2000, Marshall Mathers déraille complètement. Devant un magasin de musique, il croise un técos du Insane Clown Posse, ouais, le groupe de clowns. Marshall, il commence à embrouiller le pauvre gars, il sort son gun, il le pointe sur le mec et menace de le tuer. Heureusement, le gun n'est pas chargé. Quelques heures plus tard, devant une boîte de nuit, il voit Kim en train d'embrasser le videur. Marshall sort de sa voiture et je laisse la victime expliquer la suite. Came over Kim's shoulder with a gun, you know, not even in front of me, and put it right in my face, you know, and I mean, just point blank, and that's when I grabbed it. And they were sitting there, and he's trying to pull it, and it's telling me, I'm gonna kill you, I'm gonna kill you. And I'm like, I don't even know you, what the hell are you doing? That's when I spun him around and slammed him on the hood of the car. And that's when I let go of the gun. And that was my big mistake. That's when he started hitting me with the gun. I mean, he just started pounding me from... He hit me here first, and he kept hitting me back here because I brought my head down to his chest, and then I came up with my head. And I'm slamming the arm on, and that's when he let go of the gun. And when I let up in his face, that's when I seen who it was, and before you know it, bam, boom, bam. Le 7 juin 2000, Eminem se rend. Il risque 9 ans de prison et donc de devoir abandonner Hailey pendant toute son enfance. Heureusement pour lui, il est riche, il a des bêtes d'avocats et il ne s'en sort qu'avec du sursis et des amendes. Mais le 5 octobre 2001, Marshall Mathers et Kimberly Scott finissent par divorcer et Kim obtient la garde d'Hailey. Alors que Marshall a tout fait pour sortir sa famille de la misère, il a fini par la perdre. Eminem est devenu une sorte de Walter White, version white trash. On peut désormais l'appeler Walter White Trash. Breaking Bad, incredible. Le fait d'être passé aussi proche de la prison, ça fait un électrochoc dans le crâne de Marshall. Il se rend compte qu'il a tellement voulu réussir qu'il en a oublié l'essentiel. Il a laissé tomber ce qui compte pour lui. Il déménage alors dans un quartier plus calme et il limite au maximum les sorties. Et là, il commence à se tourner vers les autres, notamment ceux qui l'ont aidé toute sa vie. Et le premier, c'est évidemment Proof. Proof est devenu le backer d'Eminem dans la plupart des concerts et il se voit régulièrement pour déconner ou freestyler. Yeah. Hold it right there, I'm your worst nightmare. Wiping diapers on my high chair. What? Yeah. When I was this big, now I'm still bigger, but I'm skinny like a twig. Yeah. Hey, yo, everybody look for us to follow. We thrust the bottle, thrust the throttle.
Bust a bottle over your head, train your thoughts just like custom model. Mais contrairement à ce qu'on pouvait attendre, Proof n'a pas percé, il n'a pas pété autant que prévu. Et le groupe Dirty Dozen, qu'on appelle maintenant le D12, bah il fait un peu du surplace aussi. Les 5 membres du groupe habitent toujours dans des maisons pourries dans Détroit Est et ils subissent la vie très difficile des quartiers. C'est dans ce contexte que suite à une altercation, Bugs, un des membres de D12, prend 3 balles dans le thorax et il décède dans la foulée. Et Marshall, il sait qu'il a désormais le pouvoir de sortir les membres restants de leur situation. Il veut les présenter au grand public, comme Dre l'a fait pour lui quelques années auparavant. Il crée alors son propre label Shady Records et devient le producteur exécutif du premier album de D12. Put out a D12 album, huh? How about that? Eminem réunit alors Dr. Dre et les frères Bass avec une idée derrière la tête. Il veut créer un mélange de hip-hop et de rock. Ouais, à l'époque, c'est dans l'air du temps. Linkin Park vient de sortir Hybrid Theory et Eminem est proche de Limp Bizkit qui cartonne dans les charts. Il apparaît même dans le clip de Break Stuff. Et Marshall, il est devenu fan de hip-hop à l'époque où Run DMC et les Beastie Boys l'ont mélangé avec des samples de rock. Dr. Dre s'inspire alors de Kashmir de Led Zeppelin pour créer Fight Music. Devil's Night sort le 19 juin 2001. Le titre, c'est une référence à la nuit des démons quand on brûle les maisons à Détroit. J'en ai déjà parlé au début du docu, si vous vous en rappelez, bravo, vous gagnez 1000 €. L'album se place numéro 1 des charts aux US et projette D12 sur le devant de la scène. Ils feront un feat avec Gorillaz et ils sortiront aussi un deuxième album en 2004 avec le clip qui m'a fait le plus marrer de toute ma vie. Et avec son label, Eminem va aussi pousser d'autres artistes de Détroit comme Obi Trice. Me and him, we got like a rapport with each other, you know, just like he and Dre had. Mais Eminem, en vrai, il est surtout concentré sur la création de son prochain album. Il sent qu'il va encore plus pousser cette vibe rock, retrouver le son des années 70 de Jimi Hendrix ou d'Aerosmith. Pour lui, c'est aussi une manière de réunir symboliquement le nord et le sud d'8 Mile, la musique noire et la musique blanche, et donc d'affirmer son propre ADN. Et cette vision, elle est tellement précise qu'il n'y a que lui qui peut la réaliser. Eminem devient alors le producteur principal des sons de l'album et il ne laisse que 3 titres à Dr. Dre. I always know how I want the beat to go. Who's better to do it than me? From the hi-hat to the snare to the vocals to the finished product to the mix down to the mastering, I'm involved in everything that I do. Et les travaux du beatmaker Marshall Mathers, ils sont vraiment impressionnants. Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated to one. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Ces riffs de guitare, ces drums bien droites et le flow millimétré par-dessus. Non, c'est trop, j'aime trop ça. Eminem step up aussi sur les refrains qui sont plus catchy que jamais, avec une vibe rock, voire même pop sur certains sons. But I do know one thing, no. Chickens, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday through Sunday, yo. Sur Sing for the Moment, il sample carrément Dream On d'Aerosmith, une de ses chansons préférées quand il était petit. Et niveau rap, bon, je parlais de Prime pour MMLP, mais là pour moi on est encore au-dessus. Ou alors expliquez-moi Square Dance. Sa voix elle se déforme tellement, même la prod elle a du mal à suivre. À ce niveau-là j'ai même mon cerveau qui se désintègre à chaque écoute. Non mais c'est quoi ça? Follow me as I put these crayons to chaos, from séance to séance. Come on now, let's all get on down. Mais l'album c'est pas qu'une prouesse technique. Marshall il a un plan. Il veut reprendre le contrôle de sa vie. Et pour ça il doit reprendre le contrôle de ce qu'on dit de sa vie. L'album est alors nommé The Eminem Show en référence au Truman Show, le meilleur film de tous les temps selon moi-même. Dans ce film, Jim Carrey est filmé tous les jours à son insu, une idée qu'on retrouve dans le booklet de l'album. My life is a show. Sometimes I don't know where my private life ends and my public life begins. It all seems to blend
together a lot. Sauf qu'à la place de Christophe, le producteur de l'émission Truman Show, c'est Eminem qui est dans la salle de contrôle et qui va donc choisir comment se raconter lui-même. Il va alors revenir sur les principaux événements de sa vie et apporter sa version des faits, voire procéder à une autocritique quand c'est nécessaire. Évidemment, le plus important à ce moment-là, c'est l'agression qui a failli l'emmener en prison et le priver de sa fille. Elle est abordée en particulier dans un trio de titres. D'abord The Kiss, dans lequel Eminem pète un câble devant la boîte. Puis Soldier qui donne un éclairage sur pourquoi il a agi comme ça. Il explique notamment qu'il se sent obligé de tenir la réputation qu'il s'est forgée dans ses sons. Et enfin, Say Goodbye Hollywood, dans lequel il se rend compte qu'il a agi contre l'intérêt de sa propre famille. Et dans cet album, Marshall il s'autorise à donner plus souvent son ressenti, à s'ouvrir et à aborder des thèmes très personnels et parfois même très douloureux. C'est le cas dans Cleaning Out My Closet où il exprime toute la haine qu'il a emmagasinée contre sa propre mère. Là, Eminem il s'adresse à l'intérieur de la tombe comme s'il venait de tuer sa mère. Moi je trouvais ça terrifiant quand j'étais petit. Puis en grandissant, je me suis aussi dit que Marshall était peut-être en train d'enterrer son ancienne vie et de rejeter tout le mal qu'on lui avait fait en l'exprimant une dernière fois. Mais le son le plus personnel de l'album, il est pour Hailey. Marshall vient de récupérer la garde alternée de sa fille et il est tellement heureux que dans Hailey's Song, il abandonne le rap pour quelques minutes et il se met à chanter pour elle. My baby girl keeps getting older. I watch her grow up with pride. Les copyrights. Ce son il devait même pas être dans l'album à la base, mais quand M le faisait écouter, il faisait chialer tout le monde et du coup il s'est dit que ça serait un beau message pour sa fille. Et sur The Eminem Show, il s'est aussi censuré plusieurs fois en parlant de Kim pour pas que sa fille ait à subir des moqueries à l'école. I'm a father before I'm a rapper, so my daughter comes first no matter what. L'album The Eminem Show sort le 23 mai 2002, accompagné de son premier single Without Me. Et là, Slim fait encore mieux que sur My Name Is et The Real Slim Shady. Il troll sur toutes les polémiques, c'est vraiment un festival. Everybody only wants to discuss me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Il électrocute le vice-président et mari de Lynn Cheney. Il interprète Elvis pour se moquer de son rôle d'artiste blanc dans une musique noire. Et il se fout de la gueule de Moby qui l'avait attaqué sur ses paroles scandaleuses. Without Me devient le plus gros hit de la carrière d'Eminem. Et The Eminem Show s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires. En une semaine, c'est le deuxième plus gros démarrage pour un album rap après MMLP. Et avec l'ère du streaming, The Eminem Show est même passé devant son prédécesseur pour devenir l'album de rap le plus vendu de tous les temps. Et pour moi, c'est même son meilleur album parce qu'il est extrêmement personnel, parce qu'il a trouvé sa propre musicalité et parce qu'il rappe mieux que jamais. Bon, évidemment, la nostalgie doit aussi beaucoup jouer vu que c'est le premier album d'Eminem que j'ai écouté. Mais malgré ce succès, la controverse est toujours là. Les stans sont conquis, bien sûr, mais dans la société, au global, beaucoup de gens n'écoutent pas de rap et ils connaissent Eminem que par le biais des polémiques qu'on voit à la télé. Marshall va alors devoir raconter son histoire d'une autre manière et ça va se faire au cinéma avec le film 8 Mile. Là, Marshall met la lumière sur Détroit comme personne avant lui. Le film est tourné entièrement dans la ville, notamment au Continental Home Village sur 8 Mile Road, un trailer park similaire à un de ceux dans lesquels il a grandi. I grew up on both sides of the fence, and that's basically what the movie is about. Everybody who wants to give back to their hometown and any bit of light I could bring to the city. You know, I wanted to do. Et le coup de génie de ce film, c'est que c'est pas exactement une autobiographie. Marshall interprète Jimmy, un aspirant rappeur qui lui ressemble énormément, mais qui n'est pas non plus Eminem. Donc le débat, c'est pas de savoir ce qui est vrai ou non, et y a rien pour nuire au message que Marshall essaye de faire passer. Elle m'y montre la vie difficile à Détroit, la pauvreté, les tensions raciales, la violence, et en même temps l'espoir de s'en sortir qui porte le personnage jusqu'à la victoire finale. La réception du film est excellente. À partir de là, tout le monde comprend la vie d'Eminem et donc son point de vue. Même les boomers, même ceux qui écoutent pas de rap. Les vestes se retournent en masse et les polémiques s'estompent. Moi, je me souviens encore précisément du moment où je suis allé voir le film avec mon cousin, cette excitation qui montait en moi en marchant vers le cinéma. Si je me souviens bien, cette année-là, j'ai vu 5 films au cinéma, le tout premier Spider-Man, Les Deux Tours, La Chambre des Secrets, L'Attaque des Clones et 8 Mile.
Voilà, bien viscère. Le succès est tel que le titre phare de la BO, Lose Yourself, remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale. Mais au moment de recevoir le prix, Eminem n'est pas là. Il a quitté le show business. Marshall a désormais une vie apaisée, sans problème. Et ses journées, il les passe principalement avec sa fille. I never knew my father, and I want her to know hers. I probably would have done differently had I not been a father. It's matured me, it's made me a stronger person. En apparence, Eminem n'est plus dans le rap game, mais en sous-marin, il prépare déjà la relève. When I set the mic down, I still might write for other people, or I still will always produce records. Music is just my passion, and I gotta keep making it. Le 7 janvier 2003, la nouvelle signature de Shady Records et Aftermath débarque dans les bacs et ouvre alors la nouvelle ère du rap américain et mondial. Alors évidemment, l'histoire s'arrête pas là, mais c'est vraiment cette période que je voulais vous raconter parce que c'est celle qui m'a le plus marqué. Si vous voulez rester encore un peu dans l'ambiance, je vous ai préparé une playlist avec mes sons préférés. Et si vous voulez me soutenir pour que je puisse réaliser d'autres documentaires, j'ai une page Patreon. Merci à tous ceux qui sont déjà dessus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis